Nouvel ATH de Bitcoin. Et oui les amis, je voulais pas commencer par ça parce que bon voilà, on reste calme, mais Bitcoin a passé les 115 000 $, on a enfin passé cette putain de barrière là des 110, 112 qui tenaient. On a eu des grosses liquidations de short, les altcoins se portent bien, Tao est passé au-dessus de 400 $, Ethereum au-dessus de 3000. Là on est dans une période agréable, objectivement, tu vois, c'est pas une fausse période agréable, c'est une belle période agréable. Nouvel ATH de Bitcoin. Ça fait vraiment plaisir parce que il y a eu 6 mois vraiment difficiles avec beaucoup de doutes. Et là, on commence à voir que les tests se confirment. Mais, désolé de péter l'ambiance, mais j'appelle au calme. Restons calmes, doucement. Ne revenons pas dans l'erreur de regarder son portefeuille tous les jours, de se faire prendre l'excitation. J'essaie vraiment d'approcher ça comme une sorte de partie d'échecs ou de tournoi de poker. Ouais, ok, on a plus de jetons. Ouais, ok, on a fait un bon coup, on est devant aux échecs. Et je peux tomber dans l'excitation, ou alors je peux un peu rester concentré pour réussir vraiment à gagner le tournoi. On n'est pas encore dans une période où il faut vendre, donc, bah, en tout cas ça dépend des profils, mais on n'est pas dans une période où on a des prix vraiment énormes, donc gardons les mêmes règles. Les mêmes règles qui sont beaucoup plus faciles à suivre dans les situations anxiogènes que euphoriques. Donc ne pas checker Twitter, pas de nouvelles sources d'informations, pas d'investissement compulsif, pas d'enflammade, continuer de faire sa vie, de pas changer aux habitudes. Et j'insiste vraiment sur l'investissement compulsif, de pouvoir se dire, là ok ça monte, j'avais du cash de côté, je vais rester sideline, comme on dit, je vais rester sur la touche, il faut vraiment que je me positionne. Non, non, soyons à l'aise avec le fait de ne pas avoir de cash de côté. C'est vraiment ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé aussi cette année. Alors, en 2024, j'ai fait trop de mouvements un peu aléatoires où j'avais tendance parfois à racheter ce que j'appelle les fausses corrections. Vous savez, les corrections où ça passe de là, ça se passe de 118 à 110, et tu te dis, oh, il y a une correction, j'ai une opportunité de rentrer. Non, c'est une fausse correction. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai développé avec mon équipe des indicateurs qui s'appellent le Winter Season, que vous connaissez si vous êtes sur Crypto Recherche, qui sont des indicateurs qui nous indiquent des zones dans lesquelles on est dans l'hiver des altcoins, donc là où les altcoins sont dans de très bonnes zones d'investissement, et je me base que sur ces zones-là pour me positionner. Et depuis que je fais ça, ça a une différence absolument énorme. Et c'est pour ça que voilà, je reste assez calme sur ça, mais faites attention à cette erreur de vouloir racheter les fausses corrections, de vouloir rentrer. Si vous êtes positionné, vous êtes bien positionné. Et en plus du fait que les altcoins sont encore à des niveaux relativement bas, mais elles sont trop hautes pour se positionner, donc il n'y a pas forcément grand chose à faire. On est dans une période d'euphorie où il n'y a pas grand chose à faire. Et quand il n'y a pas grand chose à faire dans les phases d'euphorie, la plupart des gens se droguent aux news positifs. Et c'est très néfaste. Pourquoi? Parce qu'en fait, les créateurs de contenu, pour la plupart, vont s'enflammer comme jamais. C'est déjà le cas. Mais vont s'enflammer comme jamais. À base de je vous l'avais dit, à base de ça y est, le bull run est lancé, on va réentendre les 150K, 200K sur Bitcoin, machin. Et en fait, ben. C'est le problème, c'est que l'euphorie est une sorte de roue et de cercle qui s'auto-alimente et qui est assez compliqué, donc ne tombez pas là-dedans. C'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut devenir très monastique dans son approche, et c'est vraiment très important. Mais on peut quand même en profiter pour apprécier et pour se... Voilà, on peut aller checker une fois, allez, je vais le faire un coup là, un CoinMarketCap et se dire, ça fait du bien, Bitcoin à 117 000, Ether pas loin de 3000, Solana, bon, qui traîne un peu la patte, mais qui reste à 165. Sui à 350, ça fait plaisir, ça fait du bien, et c'est une bonne chose. Tu es devenu Bitcoin maximaliste. Alors, absolument pas. Mais c'est un fait que je parle de plus en plus de Bitcoin dans mes vidéos. Bon, déjà, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on se fait complètement chier dans les altcoins. Donc, je vais pas non plus parler d'altcoins en boucle, toutes les semaines pendant 3 ans, alors qu'il se passe pas grand chose sur les altcoins. Là, on a quand même des afflux de liquidités qui arrivent, mais le début d'année était extrêmement sec. Je ne suis pas devenu Bitcoin maximaliste. Je suis toujours positionné sur les altcoins. Par contre, je pense que j'ai pas été assez clair sur mon analyse qui s'est aussi affinée au fur et à mesure du temps. C'est que les altcoins me servent à acheter du Bitcoin. Sur 10-20 ans, je pense que Bitcoin est le meilleur investissement de ce siècle en termes de ratio risque-récompense. Les altcoins ne le sont pas. Les altcoins manquent de conviction, les altcoins sont extrêmement spéculatifs, et on ne peut pas se positionner sur un investissement sur 10 ans sur les altcoins. C'est très compliqué. Par contre, les altcoins ont un potentiel de rendement qui est extrêmement bon. Et donc, on peut utiliser cette stratégie, et c'est la mienne, d'essayer de faire fructifier son capital sur les altcoins pour ensuite acheter le plus de Bitcoin possible. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus. Je veux me positionner sur les altcoins pour pouvoir acheter le plus de Bitcoin possible dans ma vie, et c'est mon objectif final. Donc non, je ne suis pas devenu Bitcoin maximaliste dans le sens où je me positionne aussi beaucoup sur les altcoins, mais je prends plus les altcoins
pour leur potentiel spéculatif qu'avant, où j'étais un peu plus excité par la technologie que je suis maintenant. Ça veut pas dire que je le suis pas, ça veut dire aussi que le marché a changé et que maintenant les altcoins ont beaucoup plus cette casquette. Ce qui est dommage, mais c'est la réalité du marché et il faut juste l'accepter et s'adapter en fonction de ça. J'ai un nouveau truc à vous montrer, les guerriers. C'est l'indice de narratif. Bon, si vous allez sur Blockunity, vous allez dans Données et... l'indice de narratif. L'indice de narratif, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur que, encore une fois, vous ne trouverez nulle part ailleurs. On est en train de vous pondre vraiment des trucs de très très grosse qualité qui vous permet d'avoir un suivi de tous les différents narratifs des altcoins. Comment ça se présente? Vous arrivez, vous avez un petit dashboard sur les 14 indices, les 14 narratifs qu'on a utilisés, avec quelques petites datas. Quel est le meilleur performeur de l'année? Là, on va être sur les corpos Layer 1, donc tout ce qui va être XLM, XRP, Algorand, etc. Le pire performeur de l'année actuellement, c'est les Dépines. Le narratif qui a le plus de volatilité, celui qu'on estime qui a le meilleur rapport de risque, le momentum à court terme et le dernier sommet de marché. Donc déjà, on peut descendre ici dans le détail des indices de narratif. Là, on peut sélectionner les narratifs qu'on veut observer. Donc on en a 14. Ici, imaginons que je vais observer les Layer 1. Quand vous sélectionnez, vous avez la composition de l'indice, donc toutes les blockchains qu'on va mettre dans cette catégorie, dans ce narratif, et ici vous avez l'évolution des performances de l'indice en partant d'une base à 100. La perf, elle est pondérée par l'importance de chaque projet en termes de market cap, d'accord? Donc un petit projet, il n'y a pas trop de petits projets dans cette ligne, mais un EGLD va pas avoir le même poids qu'un Ethereum, c'est logique pour faire un indice bien pondéré, et l'indice il s'ajuste automatiquement dans le temps. C'est les indices de narratif les plus aboutis du marché actuellement. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs, et je vais continuer de vous le montrer et de vous expliquer comment je l'utilise. Si vous descendez tout en bas de la page, vous avez une performance que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de comparer les performances de tous les narratifs entre eux sur la time frame qu'on veut. Si par exemple je veux me placer depuis à peu près le mois de mars, je vois les performances des différents narratifs. On a les Layer 1 Corpo qui performent, le lending, le real world asset, etc. Ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et une prise de hauteur la plus complète possible sur le marché. Et on peut changer, on peut avoir soit la performance de l'indice contre l'USDT, soit la performance de l'indice contre Bitcoin. Si on met Bitcoin, on attend que ça charge, on descend. On peut avoir un recul des performances des narratifs contre Bitcoin, et regardez, ça nous permet d'avoir des tendances. On voit par exemple la charte orange juste à droite, là, c'est le lending qui reprend en puissance, et qui vont nous permettre aussi de compléter nos analyses d'altcoin, et d'aller un petit peu plus deep dans tout ça. Et la dernière fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est le graphique qui fait un peu mal à la tête, on va en supprimer quelques-uns, attendez, hop, pour vous montrer de manière un peu plus fluide, c'est un graphique qui montre les taux de variation des indices. C'est pour moi les plus puissants. On peut voir le taux de variation hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel en fonction de ce qu'on sélectionne ici, et sur la période qu'on veut, sur 1 an, 2 ans, 4 ans, 8 ans. Et il va nous servir en fait à regarder quel indice, donc quel narratif accélère de manière plus rapide que les autres et aussi avant les autres. Vous voyez par exemple si on fait l'analyse ici, idem, on a vu le lending qui a vraiment bien progressé et qui va nous permettre, si on avait été dans cette zone-là, et ça nous arrivera, de voir, ok, il se passe quelque chose sur le lending, on va analyser les meilleurs projets du lending pour cibler notre analyse et aller trouver les meilleurs projets. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser, que je vais mêler aussi aux indicateurs de saisonnalité et de winter season pour justement vous continuer les analyses et vous montrer ce que je fais dans mes DCA, dans mes prises de position. Alors, il est pour l'instant disponible pour tout le monde sur Crypto Recherche, vous avez accès au tier 3 de Blockunity, mais il va bientôt, je pense d'ici à peu près une semaine, passer en tier 4, donc inaccessible. Donc si vous voulez aller tester, je vous mets un petit lien, faites-le vite, faites un petit tour, regardez un petit peu ce qui se passe, et après je continuerai de vous faire des vidéos si jamais vous n'êtes pas tier 4 Blockunity. Quelle est ta thèse sur la fin de l'année 2025? C'est une bonne question. Ma thèse repose beaucoup sur l'analyse de la liquidité. Ça fait quelques temps, vous le voyez, que ça soit sur ma chaîne principale, que ça soit sur Crypto Recherche, je me base beaucoup sur la liquidité mondiale. Bitcoin évolue. C'est plus la petite crypto-monnaie qui servait à acheter de la drogue sur le darknet et qui était vue et perçue comme illégale. Ça devient un actif institutionnel mondial. Et Bitcoin a cette capacité absolument exceptionnelle de ne pas être dépendant que de la M2 américaine, des actions tech, mais d'être dépendant de la liquidité mondiale qui circule. Donc il peut venir des États-Unis, de la Chine, de l'Antarctique, peu importe, quand de l'argent afflue dans l'économie, Bitcoin va forcément en attirer une partie. Donc je me base beaucoup sur les analyses de la liquidité mondiale, et ça fait maintenant 6 mois, voire 8 mois que j'ai cette thèse qui se base plutôt sur un top du marché en fin d'année
voire début 2026. Ma thèse continue, pour l'instant on a bénéficié en Q2 de toute la liquidité qui avait été apportée, on a été énormément retardé par la guerre et les tarifs, donc forcément ça décale l'afflux de liquidité, ça décale les taux d'intérêt qui vont être diminués par la Fed, parce que la Fed ne veut pas d'inflation, donc elle attend que cette histoire de tarifs soit réglée, et donc je me base beaucoup plus sur la fin d'année 2025, voire éventuellement le début de l'année 2026 pour continuer. Il faut vraiment comprendre que c'est juste une prévision qui me sert à structurer un cadre, d'accord? Si jamais on a un afflux de marché qui arrive dans un mois ou dans 2 semaines, je vais réussir à m'adapter. L'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il se passe pour essayer de m'affiner le plus possible et de comprendre ça. Donc je vais continuer de suivre la liquidité puisque c'est la seule chose pour l'instant qui nous retient d'avoir un bull run absolument explosif quand on voit à quel point les fondamentaux sont excellents. Pour que surtout les altcoins performent, il faut qu'on ait des conditions structurelles qui permettent d'apporter de la liquidité. C'est-à-dire moins de tensions géopolitiques, moins d'incertitudes sur le marché, des taux d'intérêt qui sont plus bas et qui vont nous permettre d'avoir, je l'espère, la fameuse saison des altcoins qui devient presque un mot interdit.